Bonjour à tous, bienvenue dans Ligne de conduite, votre magazine de la sécurité routière. Au sommaire, l'histoire tragique de l'artiste Tisha. Le 17 juillet 2009, elle n'a alors que 19 ans, alors qu'elle vadrouille avec des amis, la balade tourne au drame. Il est 21h10, elle est victime d'un accident de la route, le bilan est lourd, 3 morts dont une fillette de 10 ans. Elle raconte une date où sa vie a basculé, c'est tout de suite dans Ligne de conduite. Bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Quelle est l'actualité? On rappelle sur les artistes, quelle est votre actualité? En ce moment, je suis en plein laboratoire pour pouvoir sortir des choses très bientôt. Alors, on va parler d'une actualité un petit peu triste. Hein, le 17 juillet 2009, vous avez été victime d'un accident de la route. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits de cet accident? Oui. Donc j'avais 19 ans à l'époque. Donc on venait d'avoir nos examens, c'était les deux débuts des vacances, des grandes vacances. Et j'ai une amie que je n'avais pas vue depuis 1 an qui m'a appelée et qui m'a dit « Tisha, qu'est-ce que tu fais? Allons manger des agoulous sur Basse-Terre ». Et du coup, on était 4 dans la voiture, on a pris la route et ça a été très vite. On a eu un accident à l'Ermitage et on a fait un aquaplaning sur ligne droite. Voilà. On a heurté une voiture qui venait en face et il y a eu 3 décès dans cet accident. Je suis restée hospitalisée un long moment. Ouais. Comment on vit avec, j'ai envie de dire, ce statut de miraculé de cet accident? C'est pas facile parce qu'on ne choisit pas d'être miraculé, on subit les accidents. En tout cas, moi, je l'ai subi puisque du coup, j'étais passagère de la voiture. Être miraculé alors que les autres sont décédés, c'est pas facile à vivre aussi puisqu'on se demande pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi moi je suis en vie et les autres sont décédés. C'est une question qui m'a vraiment tourmentée pendant plusieurs années, après même l'accident. Le plus difficile, ça a été ça en vrai. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas forcément été la rééducation physique, ça a été l'après. Justement, cette éducation, elle a été longue. Est-ce que c'est des moments où vous avez baissé les bras ou au contraire, vous avez lutté justement pour retrouver une vie normale, entre guillemets? En fait, je pense que ce qui m'a aidée à l'époque, ça a été ma naïveté et ma jeunesse. Et je vais m'expliquer. Je l'ai vraiment pris sur je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Je me souviens que j'avais dit au docteur que je ne voulais pas d'opération parce que je ne voulais pas avoir les broches, etc. Et ils m'ont sensibilisé sur le fait que si je ne faisais pas d'opération, il y avait des chances que je ne marcherais pas. Sauf que j'avais décidé que j'allais remarcher. Et donc, je l'ai vraiment pris sur l'instant T. C'est-à-dire, ok, l'accident s'est passé, je l'ai complètement mis de côté et je me suis focalisée uniquement sur ma rééducation et sur cette joie de vivre là et sur la vie en elle-même. Et c'est ça en fait qui m'a aidée à tenir. Je suis restée 4 mois à l'hôpital, dont 2 mois et demi complètement alitée, où j'étais dépendante en fait du personnel soignant. Et d'ailleurs que je tiens à saluer parce que la clinique de Choisy, si je peux me permettre, parce que ça a été très difficile et en même temps la qualité de soins est importante pour pouvoir se remettre sur pied rapidement. Et donc j'ai eu beaucoup mon entourage aussi qui était présent et tout ça m'a aidé à me remettre sur pied rapidement. Ouais. Avant cette éducation, vous avez cet accident, quand vous vous réveillez dans votre lit d'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez encore en tête ces premières images? Quand je me réveille sur mon lit d'hôpital, j'essaie de me rappeler parce qu'en fait j'ai eu l'accident et donc du coup j'ai été directement à Basse-Terre, donc au CHBT, loin de ma famille puisque je suis de Grande-Terre. Je me réveille seule et je me demande si c'est pas un cauchemar. Concrètement, je me dis c'est peut-être que je vais me réveiller et que tout ça n'est jamais arrivé, d'autant plus que la veille on m'avait appris le décès du chauffeur, donc de mon ami en question, et l'autre personne qui est décédée n'était pas encore décédée, donc le lendemain on m'a appris justement son décès et le lendemain
j'ai des gendarmes qui sont venus m'interroger. Et ça a été radical en termes de traumatisme. Parce que oui, je sais que les gendarmes font leur travail, c'est sûr. Mais à l'époque où ils sont venus m'interroger, j'étais encore sous le choc. Et donc répondre aux questions, raconter ce qui s'est passé, etc. Je pense que les gens n'ont pas conscience de tout ce qu'on a justement à subir après un accident. L'accident, c'est un fait, mais l'après, pour moi, ça a été le plus difficile et ça en fait partie. Donc mon réveil, il a été morose, brutal et j'avais juste envie que ça s'arrête en fait. Voilà. Comment se passe dans la tête? On essaie de trouver cette force mentale comment? Avec l'entourage, avec le personnel, comme tu disais tout à l'heure? On n'a pas le choix en fait. Pour moi, enfin moi je l'ai vécu comme ça. J'avais pas d'autre choix que d'être forte et pour pouvoir me rétablir rapidement. Je pense que je suis rentrée en mode automatique et hyper pragmatique à l'époque où je me disais bon ok, je suis sur un lit d'hôpital, il n'y a que ça que j'ai à faire. J'étais prête mentalement à rester même 2-3 ans à l'IT. Ça n'avait, en fait, tout ce qui semblait être important au départ ne l'était plus pour moi parce que je venais de frôler la mort. D'ailleurs, je vais en parler, j'ai eu une expérience de mort imminente en fait pendant mon accident, c'est-à-dire que j'ai vu la lumière, le tunnel, etc. Et quand je suis revenue à moi, j'avais toujours cette euphorie d'amour, de bien-être et tout, et qui faisait que la vie avait complètement changé de sens, d'importance. Ce qui était important, c'était respirer, rien que ça. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a aidée à passer les épreuves et à me dire, en fait, les gens le voyaient comme quelque chose d'horrible. Sur le coup, après, je l'ai vu comme, ok, c'est une étape. C'est un process et je vais me rétablir et je vais y arriver, je vais m'en sortir. Quand tu passes aujourd'hui à l'Ermitage, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu vois qu'il se passe quelque chose? J'ai pris du temps. J'ai pris beaucoup de temps. J'ai suivi une thérapie pour pouvoir repasser à l'Ermitage. Je crois que j'ai pu repasser à l'Ermitage 5 ans après l'accident, pas avant. Parce que c'était une route qui... En termes de vibration, je ne pouvais pas passer. C'était compliqué parce que j'avais encore des flashs quand je passais, etc. Aujourd'hui, je passe seule. C'est une fierté parce que avant je ne passais pas sans être accompagnée, donc en passager. Et en fait, passer seule à l'Ermitage et conduire justement ma voiture, c'est avoir le contrôle de mon véhicule. Et ça, en fait, ça change tout. Donc, ouais. Voilà. Justement, de passager à conducteur, la transition a été comment? Elle s'est faite difficilement? Il y a eu une prise de conscience, oui. Une réflexion. Comment ça s'est passé? Oui, en fait j'avais 19 ans à l'époque, donc j'étais en train de passer mon permis. J'allais à l'examen une semaine après l'accident. Donc ce qui fait que quand j'ai eu l'accident, j'ai eu une période de convalescence de 4 mois. Donc quand j'ai repris le volant, ça a été, mon moniteur a été d'un grand soutien parce que tout de suite il m'a dit ce n'est pas parce que tu as vécu un accident que ça veut dire que ça va revenir comme ça. C'est quelque chose qui, en tout cas, la force de l'accident que j'ai eu a été quand même rare. Donc ça a été vraiment un vrai exercice de pouvoir reprendre le volant et de me dire ok, je suis derrière le volant. Mais c'est pas parce que je suis derrière le volant que ça va se passer à nouveau. Et donc j'ai pris encore des cours et je peux vous dire que j'ai bien pris 1 an après pour pouvoir avoir mon permis de conduire. Et le plus dur en fait ça a été ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui n'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé 2 ans après l'accident. Et en fait j'avais cette sensation d'avoir toujours la voiture aidez-moi, qui allait vers la droite, exactement comme pour mon accident en fait. Et j'avais toujours cette sensation de me faire heurter par une voiture à chaque fois que je conduisais ou que j'étais passagère. Et en fait, c'est ça en fait qui a été le plus challengeant, c'est de refaire confiance aux personnes qui me conduisent. Derrière mon volant, ça allait. Mais une fois que je me mettais en passager, c'était compliqué.
Tisha, la vie après l'accident, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est plus la même, il y a un avant, un après. Et j'ai pris beaucoup de temps aussi pour pouvoir me détacher en fait aussi de ce fait-là, parce qu'on ne vit pas. Quand je dis qu'on ne vit pas, c'est... on fait toujours, ça devient un point de repère parce que c'est un vrai traumatisme en fait. Et donc chaque fois que je parlais, je disais avant. Et on me demandait mais avant quoi? Je disais avant l'accident c'était comme ça. Aujourd'hui c'est différent. Et la vie après l'accident, c'est une vie où on prend conscience que, enfin en tout cas j'ai pris conscience que ma vie pouvait s'arrêter en une fraction de seconde. Mais aussi j'ai pris conscience que les problèmes, c'est pas forcément, on en fait des montagnes, mais c'est pas forcément important en vrai. Il y a des solutions, tant qu'il y a des solutions, on peut y arriver. Et c'est souvent en fait que dans mon quotidien aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai eu cet accident, et dans mon quotidien, ça peut m'arriver de flancher et de pouvoir me prendre la tête sur des stupidités et de prendre du recul en me disant mais meuf, t'as vécu pire. T'as déjà vécu pire. Donc ça, c'est du pipi de chat. Et de me dire qu'au final, ce qui compte, c'est d'être avec mes proches, de pouvoir respirer, mettre un pied devant l'autre le matin. Et une fois qu'on arrive à faire ça, parce que c'est important pour moi de sensibiliser sur ça, parce que j'ai été en fauteuil roulant dans ma rééducation et j'ai vu le regard des gens. Et les gens évitaient de me regarder parce que par gêne, bien sûr, quand on voit quelqu'un en fauteuil, on ne sait pas vraiment trop comment réagir. Certains pensaient que j'étais handicapée à vie, sûrement, mais c'était une transition. Et en fait, j'ai vécu dans la peau de quelqu'un justement qui était en fauteuil, avec ces obstacles-là. Et une fois, je me baladais avec mon fauteuil dans la clinique et je suis arrivée à un moment où il y avait une marche d'escalier. Je voulais aller de l'autre côté, mais avec mon fauteuil, je ne pouvais pas le faire. Je me suis mise à pleurer comme jamais. Parce que j'ai réalisé qu'une marche me séparait de où je voulais aller. Et on n'a pas forcément conscience de ce que vivent les gens qui sont justement en fauteuil, en mobilité réduite. Et pour moi, ça a été dur de dépendre des autres. De dépendre des autres pour me déplacer, de dépendre des autres pour me laver, pour me sentir bien. Et ça fait partie de l'après en fait, d'après-accident. Et il y a des gens malheureusement moi ça va, je suis sur mes deux pieds, on est là, on est dans un super cadre, ça va. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Et ok, rester en vie, c'est important, mais rester en vie après un accident, on n'oublie jamais, on fait avec. Tisha, quand vous écoutez les informations, vous entendez qu'il y a eu un accident avec un jeune impliqué. Ouais. Est-ce que vous vous sentez blessé aussi dans votre chair? Aujourd'hui, tout a changé? Toujours. Chaque fois que j'entends un jeune décédé, je repense en fait à l'accident. Je repense à mes amis qui sont décédés et je repense aussi à la douleur des familles, que ce soit les jeunes qui sont victimes d'accidents ou ceux qui ont créé l'accident aussi. Parce que ce sont deux familles brisées, si vous voulez. Puisque celui qui a créé l'accident, il vivra avec toute sa vie aussi. Il se dira, j'ai tué quelqu'un ou voilà. Et j'ai une pensée particulière pour un jeune qui est décédé justement en 2021, qui faisait partie aussi d'un proche en fait. Et aujourd'hui, je vois aussi comment des proches qui sont là et qui ont à faire face à son absence vivent, et ça fait mal. Donc il y a des actions de sensibilisation qui sont faites, mais je pense que je ne crache pas sur ce qui est fait parce que les gens ils font avec leurs moyens, ils font avec voilà aussi c'est pas facile de sensibiliser. C'est pas facile parce que tant qu'on l'a pas vécu nous, on ne sait pas ce que c'est. Mais je pense qu'il faut sensibiliser encore plus sur ceux qui passent leur permis. Parce que moi, je l'ai vécu, j'étais en train de passer mon examen, mais jamais on m'a fait comprendre ou voir un film, par exemple, de personnes qui ont eu un accident, des jeunes aussi qui ont eu un accident et qui s'en sont pas sortis indemnes. Ça m'aurait, je pense, plus alerté sur le fait de conduire avec le volant, avec le téléphone à la main, ou faire de la vitesse quand il pleut, faire ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a des actions aussi à faire vraiment auprès des personnes, des jeunes, mais aussi des moins jeunes qui passent leur examen
Parce que ceux qui sont déjà sur la route, ils ont déjà leur habitude, ça va être encore plus compliqué. Mais ceux qui n'ont pas encore pris le volant, leur faire prendre conscience dès le départ, je pense que ça peut créer des déclics. Comment, depuis 2009, tu vis chaque 17 juillet? C'est un moment difficile. J'ai fait le deuil en 2020 et j'ai eu l'accident en 2009. Comment on fait le deuil? C'est se dire que le passé, c'est le passé et que tant que le passé restera aussi fort en termes d'émotions, que je ne pourrai pas avancer. Et j'ai fait le deuil grâce à ma thérapeute, que je salue, qui m'a aidé à comprendre que le devoir de mémoire, en fait, je faisais du 17 juillet quasiment un anniversaire. C'était pas anniversaire dans le sens fêté, mais je m'interdisais d'être heureuse le 17 juillet. Parce que pour moi, c'était une honte de pouvoir rigoler, alors que cette date-là, il y a des personnes, il y a quand même 3 personnes, dont une petite fille de 10 ans qui est décédée, en fait. Et pour moi, c'était une... Non, c'est ça. Je me sentais coupable de pouvoir être en vie toujours le 17 juillet. Et du coup, ça a été compliqué parce que j'en parle, hein, ça se ressent, je pense. Mais je pense que laisser partir les autres personnes, justement, et l'autre personne en particulier, c'est me permettre d'être en paix aussi. Et me permettre d'être en paix aussi. Et chaque 17 juillet aujourd'hui, j'y pense, mais j'ai décidé de passer à autre chose. Je te rappelle que vous êtes une artiste. Est-ce que la chanson a été une forme de thérapie? Oui, tout mon premier album, L'amour pour vivre, c'est une thérapie. Je l'ai appelé L'amour pour vivre parce que c'est avec l'amour de mes proches, du personnel, des personnes aussi qui ont compris ce que je vivais, qui ne me connaissaient pas forcément, mais qui ont compris que j'ai réussi en fait à remonter la pente, à me reconstruire et à petit à petit redevenir cette femme que j'ai été, que j'ai toujours été. Et j'ai créé un titre roulé sur cet album où j'ai retracé tout l'accident. Ce titre-là, c'est impossible pour moi de le chanter. Ça a été vraiment un titre thérapeutique en fait, pour exorciser ça. Ça peut dire à la jeunesse aujourd'hui qui malheureusement se casse la figure un peu trop régulièrement. Il y a un message particulier pour toi qui est passé par là malheureusement? Que la vie peut s'arrêter en une fraction de seconde. Plus vite que tu n'as même pas le temps de poster sur les réseaux sociaux, c'est fini. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas moyen d'effacer ce qui vient de se passer, de supprimer pour que personne ne le voie, c'est pas possible. Il y a juste à faire face à ce qui se passe. Et on aura beau donner des messages de sensibilisation, je ne sais pas vraiment si c'est ça qui va faire que les gens vont, voilà. Mais mon message, ce sera vraiment que la vie est précieuse et que si vous aimez vraiment votre vie, faites attention à ce que vous faites en fait. C'est plus ça, parce que nos actes peuvent impacter bien plus qu'une vie. Voilà. Super, merci pour ce fort témoignage. Merci beaucoup Eric. Bon courage pour la suite et succès pour le prochain album. Oui. Merci. Merci beaucoup. Ligne de conduite, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour rappel, la route se partage. Montrez-vous des conducteurs exemplaires et donc, bonne route.